Ouverture des bancs. « 11 novembre. La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime. Ce jour et ces mois ont intégré depuis plusieurs siècles notre mémoire commune. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu, la fureur s'est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Pompeigne, à l'armistice a été signé à l'aube jusqu'au front, du premier clairon à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville à la moindre place de village. Une déferlante soufflante, un soupir de délivrance a traversé le pays de part en part. Dernière allégresse, derrière les tricolores flottant aux fenêtres et la Marseillaise triomphante, partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles et morales et humaines qui se sont installées partout. Des mères, des pères qui n'ont pas retrouvé leur fils, des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père, des époux et épouses qui ont perdu l'être aimé. Le pays est traversé par la lourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. En ce jour, dans les nécropoles et devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918. Et c'est tombé au champ d'honneur sur tous les fronts d'Orient et d'Occitan. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus des 5 continents, ont défendu un sol qu'ils n'ont jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d'armes. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays, qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémoriale qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Aujourd'hui, dans un même moment, la France reconnaît faire converger au cercueil d'Hubert Germain jusqu'à la crypte mémoriale de la France combattant au Mont Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'unime compagnon de la libération y reposera. Derrière la mort, parmi les premiers de 1940, Hubert Germain est le porte-étendard des 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de la liberté et l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ces cendres ardentes. Entretenons sans cesse, ravivons inlassablement en l'honneur de ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui servent avec dévouement et courage. Entre 1914 et 1918, quelques 10 milliards de lettres ont été échangées entre les 8 millions de mobilisés français et leurs épouses. Le 30 mai 1917. Léonie chérie, j'ai confié cette dernière lettre à des mains amies en espérant qu'elle t'arrive un jour afin que tu saches la vérité et parce que je veux aujourd'hui témoigner de l'horreur de cette guerre. Quand nous sommes arrivés ici, la plaine était magnifique. Aujourd'hui, les rives de l'Aisne ressemblent au pays de la mort. La terre est bouleversée, brûlée. Le paysage n'est plus que champ de ruines. Nous sommes dans les tranchées de première ligne. En plus des balles, des bombes, des barbelés, c'est la guerre des mines, avec la perspective de sauter à tout moment. Nous sommes sales, nos frusques sont en lambeaux. Nous pataugeons dans la boue, une boue de glaise
épaisses, collantes, dont il est impossible de se débarrasser. Les tranchées s'écroulent sous les obus et mettent à jour des corps, des ossements et des crânes. L'odeur est pestilentielle. Tout manque, l'eau, les latrines, la soupe. Nous sommes mal ravitaillés. Un seul repas de nuit et qui arrive froid à cause de la longueur des boyaux à parcourir. Nous n'avons même plus de sèche pour nous réconforter, parfois encore un peu de jus et une rasade de casse-pâte pour nous réchauffer. Nous partons au combat, l'épingle, la chapeau au fusil. Il est difficile de se mouvoir, coiffé d'un casque en tôle d'acier, lourd et incommode, mais qui protège des ricochets et encombré de tout l'attirail contre le gaz asphyxiant. Nous avons participé à des offensives à outrance qui ont toutes échoué sur des montagnes de cadavres. Ces incessants combats nous ont laissés exténués et désespérés. Les malheureux estropiés que le monde va regarder d'un air dédaigneux à leur retour auront-ils seulement droit à la petite croix de guerre pour les dédommager d'un bras, d'une jambe en moins? Cette guerre nous apparaît à tous comme une infâme et inutile boucherie. Le 16 avril, le général Nivelle a lancé une nouvelle attaque au chemin des Dames. Ce fut un échec, un désastre, partout des morts. Lorsque j'avançais, les sentiments n'existaient plus. La peur, l'amour, plus rien n'avait de sens. Il importait juste d'aller de l'avant, de courir, de tirer, et partout les soldats tombaient en hurlant de douleur. Les pentes d'accès voisées étaient rudes. Perdu dans le brouillard, le fusil à l'épaule, j'errais la sueur dégoulinante dans mon dos. Le champ de bataille me donnait la nausée. Un vrai charnier s'étendait à mes pieds. J'ai descendu la butte en enjambant les corps désarticulés. Une haine terrible s'emparait de moi. Cet assaut a semé le trouble chez tous les poilus et forcé notre désillusion. Depuis, on ne supporte plus les sacrifices inutiles. Tous les combattants désespèrent de l'existence. Beaucoup ont déserté et personne ne veut plus marcher. Des tracts circulent pour nous inciter à déposer les armes. La semaine dernière, le régiment entier n'a pas voulu sortir une nouvelle fois de la tranchée. Nous avons refusé de continuer à attaquer, mais pas de défendre. Alors, nos officiers ont été chargés de nous juger. J'ai été condamné à passer un conseil de guerre exceptionnel, sans aucun recours possible. La sentence est tombée. Je vais être fusillé pour l'exemple demain avec 6 de mes camarades, pour refus d'obtempérer. En nous exécutant, nos supérieurs ont pour objectif d'aider les combattants à retrouver le goût de l'obéissance. Je ne crois pas qu'ils y parviendront. Comprendras-tu, Léonie chérie, que je ne suis pas coupable, mais victime d'une justice expéditive? Je vais finir dans la fosse commune des morts honteux, oubliés de l'histoire. Je ne mourrai pas au front, mais les yeux bandés, à l'aube, agenouillé devant le peloton d'exécution. Je regrette tant, ma Léonie, la douleur et la honte que ma triste fin va t'infliger. C'est si difficile de savoir que je ne te reverrai plus et que ma fille grandira sans moi. Concevoir cet enfant avant mon départ au combat était une si douce et si jolie folie, mais aujourd'hui, vous laisser seules toutes les deux me brise le cœur. Je vous demande pardon, mes anges, de vous abandonner. Promets-moi, mon amour, de taire à ma petite Jeanne les circonstances exactes de ma disparition. Dis-lui que son père est tombé en héros sur le champ de bataille. Parle-lui de la bravoure et de la vaillance des soldats. Et si un jour la mémoire des poilus fusillés pour l'exemple est réhabilitée, mais je n'y crois guère, alors seulement, et si tu le juges nécessaire, montre-lui cette lettre. Ne doutez jamais toutes les deux de mon honneur et de mon courage, car la France nous a trahis et la France va nous sacrifier. Le 20 décembre 1917, ma douce Thérèse. Voilà quelques jours que je ne t'ai pas écrit, mais vois-tu, ici, dans les tranchées, il fait froid. Mes doigts sont tout engourdis, c'est à peine si j'arrive encore à manier mon fusil. Les conditions de vie pour les soldats tels que moi sont devenues insupportables. Chaque seconde, nous devons lutter contre la faim, le froid, le sommeil et la peur. Car oui, nous avons peur. Peur de voir des Allemands surgir à tout moment. L'intérieur des tranchées n'est que gadou. Cette boue se retrouve partout, même dans le pain que l'on mange une fois qu'on l'a touché. Ça a d'ailleurs un goût assez désagréable, mais il ne nous est pas permis de faire la fine bouche puisque la nourriture se fait de plus en plus rare. Les rats ont également envahi nos tranchées. Ils sont énormes et encore plus laids que ceux que j'ai pu voir à la ferme. Et plus méchants. Il y a peu, ils ont tué un chien et l'ont mangé. Tuer est devenu pour moi une habitude. C'est horrible à dire, mais c'est la vérité. Ces 3 années de guerre ont fait de moi et tous mes compagnons des monstres.
Les grandes batailles telles que celle de Verdun l'année dernière qui a fait plus de 680 000 morts en est la preuve formelle. Mais l'État est coupable d'un mensonge encore plus grand. Un de nos camarades est rentré de permission il y a quelques semaines. Il nous a ramené des journaux pour montrer ce qu'on dit aux civils à propos de la guerre. Les balles ennemies ne seraient d'aucun effet sur nous et le fils de la voisine alors. Comment est-il mort? Notre article aussi parlait de Verdun justement. Alors comme ça, les abris avaient tout le confort nécessaire, tel que le chauffage ou l'électricité. D'après le soldat, lorsqu'il a voulu contredire ce ramassis de mensonges, les civils ne l'ont pas cru. Ils étaient persuadés que ce qui était écrit n'était d'autre que la vérité. Comment peut-il en être ainsi? J'espère que tu ne fais pas partie de ces gens-là, ou alors que cette lettre te fera changer d'avis. Chère mère et frère, tout ce que je vous recommande, c'est de veiller sur mes 2 enfants ainsi que Marguerite bien-aimée. Tant qu'à moi, ne comptez plus sur moi quand on s'envoie dans une boucherie humaine. Ma dernière pensée pour ma mère, ma femme et mes 2 enfants ainsi que toute ma famille que j'ai tant aimée autrefois et que j'aimerai toujours tant que je vivrai de loin. Il faut espérer qu'un jour on se trouvera dans l'espace du soleil. Embrasse mes petits bien forts pour moi. Au revoir, adieu, vive la France. Lettre de Monsieur de la Bracherie, mort le 28 août 1914, au combat de Le Transloy, près d'Amiens. Je t'écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. S'il te plaît, ne pleure pas, sois forte. Le dernier assaut m'a coûté mon pied gauche, et ma blessure s'est infectée. Les médecins disent qu'il ne me reste quelques jours à vivre. Quand cette lettre te parviendra, je serai peut-être déjà mort. Je vais te raconter comment j'ai été blessée. Il y a 3 jours, nos généraux nous ont ordonné d'attaquer. Ce fut une boucherie absolument inutile. Au début, nous étions 20 000. Après avoir passé les barbelés, nous étions plus que 15 000 environ. C'est à ce moment-là que je fus touchée. Un obus tomba pas très loin de moi et m'arracha mon pied gauche. Je perdis connaissance et je me réveillai plus qu'un jour plus tard dans une tente d'infirmerie. Plus tard, j'appris que parmi les 20 000 soldats qui étaient partis à l'assaut, seuls 5 000 avaient pu survivre grâce à un repli demandé par Général Pétain. Dans ta dernière lettre, tu m'as dit que tu étais enceinte, depuis ma permission il y a 2 mois. Quand notre enfant naîtra, tu lui diras que son père est mort en héros pour la France. Et surtout, fais en sorte qu'il n'aille jamais dans l'armée, pour qu'il ne meure pas bêtement comme moi. Je t'aime, j'espère qu'on se reverra dans un autre monde. Je te remercie pour tous ces merveilleux moments que tu m'as fait passer. Je t'aime pour toujours. Nous allons déposer une gerbe. Nous allons observer une minute de silence en l'hommage des soldats morts au Mali cette année.
remercie de votre présence pour cette cérémonie, ainsi que les enfants pour avoir participé à ces lectures. Merci à vous.